Olá! Às vezes o livro aberto sai do estúdio e vai às ruas encontrar os escritores lá onde eles estão. Desta vez, num livro aberto muito especial, fomos à Patagônia, a Ushuaia, onde gravamos um programa em duas partes com o escritor francês Michel Houellebecq. Esse Michel Houellebecq, que é o escritor francês mais polêmico e importante da atualidade. Já vendeu mais de 2 milhões de exemplares dos seus livros Plataforma, Partículas Elementares, A Possibilidade de uma Ilha e Extensão do Domínio da Luta. O Houellebecq esteve no Brasil e depois fomos juntos à Argentina, onde ele falou de tudo um pouco, a começar pela sua vida, seus pais, sua família, seus sonhos. Nesta primeira parte, ele fala principalmente do ato de escrever. Por que escrever? Por que se tornar escritor? Qual o sonho de alguém que já é um escritor famoso? Michel Houellebecq, parte 1. Pourquoi venir en Patagonie? C'est très mythique chez les Français. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi c'est si mythique. C'est très impressionnant que 4 Français aient voulu être rois de Patagonie, mais... Tu avais rêvé de la Patagonie dans ta jeunesse, dans ton enfance? Oui, sûrement, oui. Ça me rappelle quelque chose, hein. Mais tu sais, je suis pas assez vieux pour me souvenir de ma jeunesse. La Patagonie, les pingouins, tout ça, il y a un souvenir subliminal. Et oui, justement, par rapport aux pingouins, quelle est l'importance des pingouins dans ta vie? Bah écoute, j'en ai vu hier en réalité pour la première fois. J'ai pas été déçu du tout. C'est des animaux que tout le monde trouve très sympathiques. Parce qu'ils sont sans défense avec leurs petites ailes, et leur gros ventre, et leurs plumes. Par exemple, je sais pas, par exemple, si on tuait les pingouins comme les bébés phoques, je pense qu'il y aurait des réactions encore plus fortes. Ils dégagent la sympathie par leur maladresse à marcher, le fait de se tenir debout quand même. Ils donnent une image de communauté soudée. C'est vrai ou pas, j'en sais rien, mais enfin... Puis l'environnement est très hostile quand même, il fait froid. Donc tout ça fait que le pingouin, un animal, est extrêmement sympathique. Tu t'intéresses beaucoup aux animaux? Ah oui. Le genre de la fable est resté pertinent. Ça donne des directions pour juger l'humanité, quoi. Pourtant, tu n'as jamais écrit sur les pingouins. Tu as écrit sur d'autres animaux, mais pas sur les pingouins. Ah, mais ça va peut-être venir maintenant. Mais le pingouin... En réalité, je dois avoir eu une ou deux images de pingouins à l'âge de 6 ans, hein, avec des petits commentaires. Donc ça m'a certainement moins marqué que le chimpanzé. Je sais pas, parce que j'avais vu des chimpanzés dans des zoos. Alors que les pingouins... il faut quand même un contact direct avec l'animal. Je sais pas pourquoi, on a beau voir beaucoup d'animaux à la télé, ça suffit pas. Il faut les voir directement. Oui, je pense que c'est plus... Ça permet une espèce d'identification qui est nécessaire pour écrire. Par exemple, en transposant, je pense pas que ce soit possible d'écrire à partir de témoignages vus à la télé. Il faut expérimenter soi-même. On peut pas forcément vivre, hein, mais rencontrer des gens en vrai.
Oui. Mais par contre, tu n'as pas beaucoup aimé, par exemple, je ne sais pas si c'était des phoques ou des loups marins, ou même peut-être des éléphants marins. Oh non, c'est pas des éléphants. Non, les éléphants, je me souviens d'avoir vu là aussi des images. C'est énorme, il faut au moins 7 mètres. Enfin, c'est... Non, ça doit être des loups marins. Oui, alors ça m'a fait très mauvaise impression. Des animaux vraiment bas de gamme. Ça veut dire quoi, un animal bas de gamme? Je sais pas, un animal qui n'honore pas la création, enfin dont l'existence paraît pas très souhaitable. Non, je sais pas, ils ont l'air abrutis et méchants, quoi. Ce que je dis je te vois sourire, ce que je dis est ridicule. Ah non, pas du tout, c'est même très intéressant, mais quand même, c'est, disons, inouï, c'est différent. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un écrivain qui a tellement de choses à dire sur les pingouins. Oui, mais c'est pas tous les jours que les écrivains rencontrent un animal pour la première fois de leur vie. Hein. Le python m'a fait une forte impression aussi. La première fois que j'ai vu un python. Dans ton livre Extension du domaine de la lutte, tu as fait des fictions animalières. C'était très intéressant d'ailleurs. Est-ce qu'on pourra un jour rencontrer les pingouins dans des fictions, des nouvelles fictions animalières? Peut-être, oui, c'est prometteur. Il y en a une que j'ai jamais terminée, que je vais mettre dans l'extension du domaine de la lutte. C'est une fiction semi-animalière. C'était dialogue d'une paramécie et d'un journaliste. Et celle-là, je ne l'ai pas écrite. J'ai vu des lapins aussi. Enfin, je signale ça. Bon, j'avais déjà vu des lapins, mais en Hollande, par exemple, le lapin est souvent un animal domestique. En France, on mange les lapins. On les élève dans des cages, mais c'est pour les manger. Et tu es pour? Tu les manges aussi? Si mon niveau moral s'élevait, ce qui est encore possible, je pense que je renoncerais à manger des lapins. Par contre, tu n'as rien contre le fait de manger du mouton. Non, je connais bien les moutons parce qu'il y en a énormément en Irlande et c'est un animal stupide, vraiment stupide. Enfin, c'est de la chair sur pattes, quoi. Et ça gagne pas à être connu en plus, c'est pas très sympathique. Donc le mouton, aucun problème. J'ai l'impression que les animaux t'inspirent beaucoup plus que l'humanité. Et tu es capable d'avoir beaucoup plus d'affection pour les animaux que pour les hommes. Oh non, par exemple, pour les loups de mer, aucune. Hein. Vraiment aucune affection pour les loups de mer. Non, mais c'est intéressant, enfin, l'homme est un animal quand même, à la base. Donc c'est intéressant de voir d'autres types d'animaux. Ça permet de faire des comparaisons. Ça permet de resituer l'homme, pas de le situer, de relativiser, quoi. Pourquoi vraiment tu voudrais venir en Patagonie pour la solitude, pour la nature, pour les animaux, pour écrire quelque chose? Non, mais c'est assez banal. Hein. Par exemple, là, il y a beaucoup de Français, à Ushuaia, où on est. Je pense que les Français, en fait, quand ils sont allés en Patagonie, ils ont l'impression d'être allés au bout du monde, quoi. Ce qui est un peu mélancolique comme sensation, remarque. Enfin, ils ont l'impression qu'ils pourront jamais aller plus loin. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en réalité, la Nouvelle-Zélande est plus loin de la France que la Patagonie, mais ça s'est cristallisé dans l'imaginaire, un collectif français, la Patagonie, comme une destination suprêmement lointaine et bizarre. Donc, en fait, n'importe quel Français, s'il en a la possibilité, ira en Patagonie.
Ça te fait penser au sens de la vie. Et enfin, la solitude, les déserts. Non, c'est plus géographique que ça. Hein. On était plus brutalement géographique. Si on veut le dire de manière dramatique, t'as l'impression que si t'es en Patagonie, t'as plus rien, aucun endroit du monde où aller. Parce que des déserts, j'en ai déjà vu. Encore plus déserts que ça, même. Non, ça peut te donner l'impression que t'as fait le tour des choses, d'être allé en Patagonie. Moi, je pensais par exemple, en découvrant ici en Patagonie cette route panaméricaine qui va de Ushuaia jusqu'à l'Alaska, en passant pour tous les pays, presque tous les pays d'Amérique et beaucoup de pays d'Amérique latine, sauf le Brésil. Tu ne penses pas que ça serait une façon d'aller très très loin? De faire la route en entier? Oui, enfin ça traverse des coins pas très intéressants. Non, c'est peut-être une route mythique pour les latino-américains, mais pas pour les Français. Enfin, en France, Sandra a bien fixé les mythes principaux. Hein. Il y a la Patagonie. Il y a aussi le transsibérien. Oui. Et de devenir écrivain, c'est pas aussi un mythe français? Pourquoi toi, tu es devenu écrivain? Non, pas parce que dans ma jeunesse, c'était pas un mythe tellement accessible, je sais pas. C'est pas une question de jeunesse, remarque. Dans mon milieu social, c'était pas un mythe normal. Donc je peux pas dire que j'ai pensé au statut d'écrivain avant de l'être. Je sais pas, ça peut être un rêve que dans des milieux déjà élevés, quoi. Enfin plus élevés que ceux dans lesquels j'étais élevé. Et puis ça passait pas tellement à la télé quand j'étais jeune, les écrivains. Logique d'avoir l'ambition d'être chanteur ou footballeur. Autant les gens rêvaient d'être écrivains, les gens rêvant d'être écrivains étaient déjà des gens de classe sociale élevée, quoi. Donc non, c'était vraiment pas un rêve. Les hirondelles glissent dans l'air, température, fin de soirée, villégiature, séjour en couple, individuel. Est-ce que tu aimerais être, comment on dit cela, couronné roi de la Patagonie? Non, c'est des responsabilités maintenant, ça allait bien quand... Je sais pas, je pense que ça marcherait pas, enfin j'aurais des problèmes. Non, je pense que je refuserais finalement. Ah oui, mais tu sais, il y a toute une histoire des Français qui ont été rois de Patagonie, il faut que quelqu'un prenne le relais. Oui, mais déjà à l'époque il y avait des gens sérieux, maintenant ça s'est aggravé, il y a des gens sérieux. Je pense que je pourrais être un bon roi, mais on va me dire qu'il y a des enjeux stratégiques, économiques. Enfin, c'est une source d'emmerdement en fait. Je sais pas, tu te verrais roi, toi? Moi? Oui. Oh non, je ne suis pas français. Oui, c'est vrai que c'est une manie française de vouloir être roi. Qu'est-ce que tu penses des rois? Moi, je déteste la monarchie. Hein. Je trouve que c'est un peu bizarre. Quelqu'un, disons, le roi décide de faire l'amour avec son épouse. Et bon, il y a un enfant qui naît, il va être notre roi. Pourquoi? C'est un système qui a plus ou moins marché quand même hein, en Europe. Par rapport à la démocratie. Un système un peu figé, mais... Non, le bilan de la monarchie est assez bon. Tu n'aimes pas la démocratie? Si, j'aime bien aussi. Écoute, j'ai pas vraiment...
question est de savoir si les places des gens sont figées ou s'ils peuvent évoluer. Ça se discute. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est... Oh, je ne sais pas. Je n'aime pas les rois. À vrai dire, je pense que, bon... Tu t'imagines un type comme le prince Charles d'Angleterre? À mon avis, c'est un idiot. Et bon, il sera roi. On va passer toute la vie... Non, il sera pas roi. Il sera pas roi. Non. Non, ce sera William ou l'autre, là. L'autre con. En même temps, quand il n'y a pas de roi, les gens s'agitent pour avoir le pouvoir, donc c'est une agitation un peu inutile. Et l'idée de l'aristocratie, c'est de régler le problème en amont, en décidant qui sera au sommet. Donc il n'y a plus de conflit pour ça. Je sais pas, chez les animaux, il y a les deux formules. Hein. C'est toujours un peu mixte. Mais bon, c'est des questions difficiles. Enfin, en tout cas, la démocratie, c'est plus agité, et souvent pour pas grand-chose. On va parler de toi, c'était ça notre sujet avant notre interruption. On dit, je lis quelque part, que tu sèmes des fausses pistes à propos de ta biographie. Est-ce que c'est vrai? Non, je pense pas. Enfin, je le fais pas exprès, en tout cas. Mais c'est vrai que souvent, je réponds et je me souviens plus très bien, donc je... Ça, c'est comme les gens, quand les gens me demandent qui je suis en réalité, c'est un peu... C'est une question un peu bizarre, enfin, on n'en sait rien. Ah, mais voilà une bonne question. Qui es-tu en réalité? Mais non, c'est une mauvaise question, je viens de dire que c'est une mauvaise question. C'est un peu comme les opinions, qu'est-ce qu'on pense en réalité Non. Mais regarde, je pensais ce matin, je sais rien à propos de toi. Je lis tes livres, je les aime bien, ils sont très intéressants. Mais à propos de toi, vraiment, je sais rien. Rien. Mes livres sont très intéressants. Si. Je sais pas, je les lis pas, mais moi, ouais, peut-être que je suis très intéressant aussi. Sûrement. Il y a un rapport quand même assez direct. On recommence. Et moi, j'étais ton traducteur au Brésil. Peut-être que je deviendrai un jour ton biographe. Non, tu refuses? Oui, mais non. Enfin, si, peut-être, mais alors faut attendre que je sois mort. Et toi, de toute façon, t'es à peine plus jeune que moi, donc tu seras pas en très bon état quand je serai mort. Quel rapport? Je sais pas, tu seras pas en état d'écrire une bonne biographie. J'ai déjà écrit des biographies, pourquoi pas la tienne? Il faut que quelqu'un l'écrive. Ça se produira sûrement, oui. Je sais pas si ça apprend grand-chose, au fond, une biographie. Oh, si. Moi, j'ai de curiosité. Pourquoi, enfin, tu es né à La Réunion? Qu'est-ce que tes parents faisaient là-bas? Je crois que c'est une initiative de ma mère qui voulait vivre dans un pays tropical. Enfin, elle était née en Algérie, ce qui est déjà un pays assez chaud. Et elle voulait vivre dans un pays tropical pour pouvoir se baigner tout le temps, etc. Et c'est un peu... je pense que c'est un peu genre Brésil, les gens foutent pas grand-chose, quoi. Ils vont à la plage, ils se dorent au soleil, ils mangent des fruits. Donc elle voulait une vie comme ça. C'est une paresseuse, quoi. Ta mère était algérienne. Et ton père, Non, elle n'était pas algérienne, elle était française, mais à l'époque, la France possédait l'Algérie. Ok, bon. Non, bon. Mais elle était née en Algérie. Et ton père? Mon père était né à Cherbourg, donc c'est beaucoup moins ensoleillé. Donc ils sont à La Réunion en fait pour se la couler douce, à l'époque où la France avait de l'argent. Et rétribuer grassement des gens pour travailler dans les pays chauds. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas?
Bon, elle était médecin, mais en fait, elle foutait rien. Ton père était médecin. Non, ma mère. Ton père? Ben lui, il travaillait pas. Bon, il accompagnait ta mère. Voilà. Donc ils ont dû baiser, Hein? puisque j'existe. Tu es le seul? Tu as des frères, des sœurs? Non, pas de ce couple-là. J'ai eu un de mes sœurs, mais... Et donc, bref... Je sais pas, c'était la France d'outre-mer, quoi. Existence tropicale et probablement confortable. Et enfin, je suis certain que tout le monde veut savoir ça. Dans tes livres, c'est autobiographique ou pas? Non, non, en général, non. Bah non, il n'y a pas grand-chose de biographique. Hein. Quand on regarde dans le... Bah déjà, bon, dans la mesure où je me souviens... Hein, mais si je prends des éléments, tac, telle page de mes livres, je regarde... J'essaye de voir dans ma vie un truc qui correspond et presque tout est faux. Donc tout ça est complètement trafiqué. Puis des fois, je vois, il y a rien qui ressemble quoi dans ma vie. Même quand il y a des trucs qui pourraient ressembler, c'est tellement trafiqué que c'est presque l'opposé, souvent. Tu m'as dit que tu mets plus d'un an pour faire un livre et que tu écris, disons, en moyenne 3 heures par jour. Oui. Bah oui, je suis lent. Hein. Oui, je suis un auteur lent quand même. Enfin bon, c'est bien. Je fais des bons livres. Et toi, tu écris pourquoi? Pour avoir du succès, pour gagner de l'argent, parce que tu crois à la littérature. Pourquoi enfin écrire? Parce que j'aime bien les livres, donc c'est plutôt... Ça me paraît plutôt positif de faire un livre. J'aime bien les résultats. Mais sinon, c'est aussi pour avoir du succès. Donc ça alimente beaucoup ma vanité quand les lecteurs me disent qu'ils aiment mes livres. Donc je suis content. Moi, j'ai lu des choses à propos de toi. Il y a, à mon avis, à peu près 3 opinions sur toi et tes livres. Il y a ceux qui disent que tu es les plus grands écrivains français après Proust et Céline. Il y a ceux qui disent que tu es un réactionnaire. Ça, c'est pas incompatible, hein, les deux premières opinions. Et alors, tu confirmes? Non, je confirme rien, mais je dis... vas-y, continue. Oui. Quelle est la troisième? Et enfin, ceux qui disent que tu es un type qui a fait un grand livre et qui est les particules élémentaires et que maintenant il faut que tu arrives à trouver un autre sujet. Je pense que tout est vrai. Tu es réactionnaire? Non, pas vraiment. Non, je suis plutôt conservateur. Conservateur. Oui, j'aime pas quand on change les trucs qui marchent. Mais... Un réactionnaire, c'est quelqu'un qui croit qu'on peut revenir en arrière, mais ça se produit jamais dans la vie. Quand un truc est mort, il est mort. Mais je sais pas si il est meilleur que mes... Non, le Particule, c'est meilleur que mes autres livres. Tu ne trouves pas que ton meilleur livre? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? J'ai des difficultés à dire parce que moi je pense... non, je ne sais pas. J'aime tous tes livres. Je ne sais pas. J'aime bien aussi Extinction. Et toi, quel est celui que tu aimes le plus? Je sais pas. Les auteurs n'aiment jamais choisir un livre, mais je suis certain que tout le monde a
son livre préféré? Tu en as écrit, bon, 4 romans. Oui, il y a des poèmes aussi. Et les poèmes aussi. Quel est, à ton avis, le plus réussi? Moi, je trouve que c'est plutôt la possibilité d'une île, honnêtement, mais... Enfin, je sais pas si mon point de vue est important, en fait. Tu te trouves un grand écrivain, un très grand écrivain? Je sais pas. Si, tu le sais. Tu n'es pas modeste, tu l'as dit à Porto Alegre, que tu n'es pas modeste. Non, mais tout ça est relatif. Hein. C'est parler de grand écrivain, c'est un... faut un terme de comparaison. Non, tu peux te comparer à Céline. Oh, je pense que je suis mieux quand même. Elle est très bonne. J'ai bien aimé, j'ai trouvé aussi. Hein. Et par rapport, par exemple, à Albert Camus. J'ai pas tout lu Camus, c'est bien Camus hein, quand même. Mais c'est pas très... Au fond, c'est pas très important en réalité parce que... Les gens vous lisent pas parce que vous êtes le meilleur. Ils vous lisent parce que vous êtes le seul dans votre genre. Quoi. Et toi, tu es le seul dans ton genre? Bah ouais, mais c'est même pour ça qu'on écrit en réalité. C'est au fond pas pour être le meilleur, c'est parce qu'on... On se dit... si je le fais pas, ça, là, personne le fera. Mais là, tu as décidé de faire du cinéma. Ouais. C'est parce que tu crois qu'avec le cinéma, tu auras la possibilité de toucher un plus grand nombre de gens? Non. Non, moi je trouve que je touche déjà bien assez de gens. Non, c'est pour la même raison. Hein. C'est si je le fais pas, ce film-là, personne le fera. Olá! O livro aberto continua entrevistando o escritor francês Michel Houellebecq. Nesta entrevista especial, gravada em Ushuaia, na Patagônia, a terra do fim do mundo. E nesta segunda parte, Michel Houellebecq fala de coisas muito importantes. A morte, o medo, a vida, a loucura, os escritores de quem ele gosta e de quem ele não gosta. Explica por que escrever é um grande desafio e por que a arte é tão importante em sua vida. Michel Houellebecq é um escritor espetacular, conhecido mundialmente pelas suas polêmicas, pelos seus desafetos, pelas suas declarações agudas e sem medo daquilo que diz. Michel Houellebecq no livro aberto, parte 2. Tu crois au bonheur? Oui. Ah oui, ça existe. Ouais. J'ai déjà vu ça. C'est d'un particule que tu parles, si je ne me trompe pas. Et la seule chose qui importe, c'est l'amour. Mais je ne te vois pas comme quelqu'un si romantique. Ah, t'as tort. Non, non. Non, à la base, j'étais assez romantique. Tu es tombé amoureux à plusieurs reprises dans ta vie? Oui, oui, souvent. Tu crois à l'amour romantique, à la fidélité, à toutes ces choses-là? Oh, je crois à tout, hein. Ça existe.
Tu ne donnes pas cette impression à tes lecteurs. Hein. Ils ont l'impression que tu ne crois à rien. Ouais, mais... Ah bon? Tu ne crois pas? Ça t'étonne? Un peu quand même, ouais. Oui, mais tu es plutôt un nihiliste dans tes livres. Non, moi je trouve pas. Non, tes personnages sont, disons, ils sont dans l'errance, ils sont un peu perdus. Enfin, ce sont des ratés. Ah bon? Tu ne crois pas? Oui, mais ça veut pas dire que je sois pas romantique. Oui, je décris souvent des ratés, sans doute. Mais enfin, il y a toujours quelque chose par rapport à quoi il rate. Enfin, on peut pas dire qu'il manque d'idées du bonheur. Situation où aucun personnage imagine aucun objectif souhaitable. C'est pas le cas de mes livres. Oui, mais même ton personnage, disons, qui a le plus réussi dans sa vie, dans les particules élémentaires, les scientifiques, bon, il a bien réussi sa vie professionnelle. Mais quand même, du point de vue émotionnel, il est un raté complet. Hein. Oui, oui, enfin, mais il a l'idée d'une réussite possible. Donc c'est pas ce qu'on appelle un nihiliste. Un nihiliste, c'est quelqu'un qui croit à aucune possibilité. Moi, j'ai déjà lu à plusieurs reprises des gens en parlant de toi, en disant c'est l'écrivain le plus nihiliste de l'histoire de la littérature contemporaine de France. C'est toujours un peu agaçant, ça, parce que on donne au mot une extension exagérée. Au départ, les nihilistes, c'était un mouvement de gens qui posaient des bombes en Russie, parce qu'ils voulaient provoquer le chaos. Et toi, tu mets des bombes hein, et tu provoques le chaos. Non. Si. Moi, je trouve pas. Mais tes livres, ce sont des bombes qui provoquent des chaos. Je crois que tu as semé la pagaille dans la culture française. Hein. C'était comme un tremblement de terre. Oui, mais je pense que j'ai eu un effet positif, constructeur. Lequel effet positif? Je sais pas, j'ai des disciples, sûrement. Donc j'ai plutôt joué un rôle de reconstruction. Enfin, j'ai rien détruit que ce qui était déjà inexistant. C'est même choquant que tu me dises ça, par exemple. Dans beaucoup de pays, je suis un acte de renaissance de la littérature française, donc pas du tout un truc nihiliste, mais un truc très positif de Oui, je suis d'accord avec toi. apparition d'une nouvelle truc, alors que c'était mort avant. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est la renaissance de la littérature française. Moi, je dirais même, je ne sais pas si tu es d'accord, mais la littérature française était morte, enterrée, et bon, là, elle existe à nouveau. Je ne sais pas, il n'y a que toi. Hein. Oui, enfin bon, mais, peut-être pour l'instant, mais donc il ne faut pas me qualifier de nihiliste, mais au contraire de reconstructeur. Ça t'agace? Bah oui, parce que oui, ça. Franchement, ça. Le mot de nihiliste correspond à rien en l'occurrence, en ce qui me concerne. Bon, éliminons les nihilistes. Si je te dis des noms comme ça, par exemple, parce que je sais que tu as des mots toujours très justes sur les choses, en des formules qui vont vite. Par exemple, si je te dis des noms comme ça, je ne sais pas, commençons par, je ne sais pas, Christine Angot. Oh, ouais. Non, ça a déjà été fait, ça y est, il y a... Dans sa longue carrière de critique littéraire, Frédéric Bergbeder a fait le meilleur truc jamais fait sur Christine Angot. Il a fait un haïku. Christine Angot fait du Lego avec son ego. Je crois que c'est le seul type d'écrivain en France que tu aimes vraiment, c'est Bergbeder. Non mais je l'aime bien personnellement. Ses livres, ça prendrait longtemps. Ça dépend des livres. Mais lui, je l'aime bien, il est gentil. Ton ami? Ouais.
Et Catherine Millet. Ah, ça, par contre, c'est un très... Enfin, bon, c'est quand même un peu la femme d'un seul livre, mais ce livre est très réussi. Les bisexuels de Catherine M, c'est une sorte de classique, enfin, par côté totalement sidérant du contenu, lié à une écriture très proche du français classique, enfin travaillée, élégante. Non, c'est un bon livre qui mérite son succès. On dit parfois que c'est de la pornographie. Ah bah c'est indiscutablement pornographique, mais bon, ça fait partie des sujets possibles, la pornographie. Et c'est pas souvent réussi. Là, ça l'est, enfin... C'est un livre très étonnant. Dégage une grande impression de clarté, qui est bien écrit. Là aussi, c'est un livre né... il y a très peu de gens comme Catherine Millet qui ont le même genre de vie sexuelle. Mais ce qu'on se dit, c'est que si elle n'avait pas écrit ce livre, personne jamais ne l'aurait écrit. Donc c'est important. C'est pas tellement une question de meilleur ou pas, ou qui est le meilleur est pas très importante, hein, mais les choses restent parce que elles sont suffisamment originales et parfaites dans leur expression pour faire des repères définitifs. Oui. Un dernier nom, Maurice Dantec. Oui, c'est un cas plus douloureux parce que il est de temps en temps très bon et de temps en temps vraiment trop prolixe. Il devient verbeux. Mais le très bon est très bon. Par exemple. Bah, je pense que le mieux, les Racines du mal étaient bien, mais jusqu'à présent, ce qu'il a fait de mieux, c'est quand même le théâtre des opérations. Tu les connais, c'est ton ami? Oui, on ne se voit pas très souvent, hein, parce qu'il habite au Canada. Je l'aime bien. Hein. Et bon, c'est un bon auteur quoi, qui mérite d'être suivi. Mais de temps en temps, alors moi, je critique, je sais pas pourquoi je critique. Mais lui, il a des défauts qui prennent beaucoup de pages, quoi. Par exemple, quel est son principal défaut? De temps en temps, il devient complètement verbeux. Défaut d'écriture. Oui, des défauts d'écriture. Frédéric Beigbeder a des défauts aussi. Il n'arrive pas à s'empêcher de faire des jeux de mots, ce qui moi m'énerve. Mais c'est les défauts. C'est un publicitaire, je crois. C'est les défauts assez courts. Donc il suffirait de l'enlever ces jeux de mots, et ça serait bien. Alors que Dantec, des fois, c'est des pages entières, quoi. Il est un peu comme Victor Hugo. Hein. et de temps en temps, alors ça tourne fort chez lui. Enfin, il écrit vraiment avec facilité. Mais de temps en temps, ça tourne. Il y a des pages entières qui tournent à vide, quoi. Il faudrait couper plus. Enfin, c'est deux auteurs que j'aime bien, quand même. Donc, je critique gentiment. Et les femmes, par exemple, il y a Amélie Nothomb, Marie Dariussec. Je ne connais pas bien non plus, non. Non, j'aimais bien Lydie Salvert, mais elle n'est pas connue. Qui ça? Lydie Salvert, mais elle n'est pas connue du tout en dehors de la France. Donc... Tu étais blessé parce que tu n'as pas eu le prix Goncourt? Blessé. Je m'en suis remis assez vite. Hein. Mais disons que c'est une institution importante dans la vie littéraire française, donc ça aurait fait plaisir à mon éditeur. Par ailleurs, il y a différents jurés du Goncourt qui m'ont soutenu avec acharnement. Donc c'est un échec pour eux aussi. Ils se sont fait avoir. Quoi. Mais je pense que je l'ai largement mérité. Quoi. Donc ça aurait été bien que je l'aie, ça aurait été plus harmonieux. Il t'arrive de fréquenter les milieux des écrivains parce que tu as, disons, je ne sais pas, tu es connu comme quelqu'un qui est plutôt timide, un peu en retrait. Mais beaucoup d'écrivains sont comme ça. Non, j'étais assez intégré. Mais c'est vrai que j'ai un fond de misanthropie qui ressort de plus en plus en vieillissant. Ouais. De quoi tu as peur? Tu as peur de la mort? Non, du tout.
Pas de la mort, hein, du tout. De ce qui arrive avant. Ouais, puis il n'y a plus que des choses tristes qui arrivent, quoi. Par exemple. Bah, les seules nouvelles, c'est qu'on apprend la mort d'autres gens. Enfin, je veux dire, ça finit un peu sordidement, quoi. Moi, par exemple, moi j'ai peur de la folie. J'ai peur de devenir fou. Ouais, moi, plus maintenant. Tu as déjà eu peur de... Moi, un petit peu, mais là, je pense que ça m'arrivera plus. Mais non, ce qui est horrible, c'est la fin où bah, ça se termine tristement, quoi. Bon, on a des maladies variées, on se traîne, et on n'apprend que des mauvaises nouvelles. D'autres gens qui meurent essentiellement. Enfin, Ça te touche vraiment, par exemple, la mort d'un ami? bah, ça m'est pas tellement arrivé, mais je pense que ça arrivera de plus en plus. Que c'est ça qui est un peu déprimant, quoi. Tu as beaucoup d'amis? Non, pas tant que ça, mais quand même. Et bah, tu vois ce que je veux dire, on n'a plus de goût à rien. On n'attend plus que des mauvaises nouvelles. Enfin, ça me paraît quand même assez sinistre, la fin. Il n'y a pas de sagesse, quoi. On ne comprend pas le monde mieux qu'avant. Tout est bidon. Il n'y a aucune sagesse qui se dégage. Il y a juste le fait qu'on vit sa vie dans un certain environnement et tous les éléments, avec un corps, et tout ça se délite. Par exemple, oh, bon, j'ai rien pour l'instant, là, j'ai juste besoin de lunettes pour lire, à part ça, ça va. Et j'ai pas connu grand monde qui était mort. Mais je sais bien que tout ça va arriver, plus rien va marcher. Moi, j'ai perdu 2 de mes meilleurs amis. C'est une chose que on n'oublie pas. Mais dis-moi, tu es un type, je ne sais pas, triste, mélancolique? Oui, quand même, au fond, oui. Oui, je suis pas quelqu'un de gai. Enfin, je sais pas, je suis quelqu'un d'honnête. Je vois pas ce qu'il y a d'original, d'ailleurs, là. Je sais pas, j'étais un enfant assez gai, comme la plupart des enfants. Puis après, je me suis rendu compte qu'on a de plus en plus d'ennuis, au fur et à mesure que la vie avance. Donc on devient de plus en plus triste. Mais j'ai l'impression que n'importe qui, quoi, devrait... j'ai pas l'impression que ça soit une psychologie particulière. Simplement, j'essaye pas de dissimuler les faits, quoi. Si c'est triste, je dis que c'est triste. Je sais pas, c'est pas... Mais les gens ont tendance à associer un écrivain, principalement un écrivain si critique que toi, si ironique, associé à ces personnages. Donc parfois on voit dans tes personnages, on a tendance à voir un peu de toi. Comme par exemple, les gens croient que tu as eu une enfance ou une adolescence malheureuse. Non, j'ai pas une... Non, j'ai pas eu une enfance malheureuse du tout. Par contre, j'ai une adolescence assez frustrée, effectivement, mais pas du tout pour la même raison que dans mes livres. Enfin, c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, je plaisais bien aux filles, mais je sais pas, je m'y prenais mal. Enfin, j'avais des idées bizarres. C'est important pour toi, vraiment, ces histoires-là de l'amour, les filles, les sexes? Ben, pas... Non, c'est parce qu'on en parle. Hein. Donc, en fait, même si j'ai décrit l'enfance et l'adolescence de différents personnages, il n'y a rien qui ressemble à ce que j'étais, moi. Vraiment. Dans tes personnages? Oui. En fait, que si j'y pense, là, si je devais faire un truc autobiographique, ça serait tout à fait différent de ce que j'ai fait. Tu étais un adolescent gay? Ah, pas du tout. Ah non. Pas du tout, mais pas du tout. Je ressemblais pas du tout à mes personnages adolescents, quoi. Enfin, j'essaye d'y repenser. Là, il y a Michel et Bruno. Enfin, dans la mesure où j'y comprends quelque chose. Hein. Tu n'as jamais travaillé en informatique? Si. Si. Si, ça oui. Comme ton personnage de l'extension du domaine de la lutte. Oui, mais ça, c'est plus autobiographique que les autres. Ben, ça, la partie professionnelle est plus autobiographique. Et tu as connu un Tissera? Non.
Non. En fait, non. Non, bon, en plus, on se souvient pas. Non, mais si tu me demandes, là, est-ce que je revois quelqu'un dans la vie réelle qui m'aurait servi de modèle pour Tisserand? Non. Non. Pourquoi tu as eu peur un jour de devenir fou? Moi, ça m'est pas arrivé beaucoup, mais une fois, j'ai eu des visions, quand même. Je voyais des gens qui me parlaient, enfin, c'était un peu bizarre. Et ça s'est pas produit très longtemps, mais ça m'a fait peur. Donc c'est une peur assez brève, hein, qui a duré quelques jours, mais j'étais trop seul, exagérément. Une petite parce que ça n'a pas duré longtemps. Mais je pourrais avoir tendance, si j'exagérais mon état de solitude, à avoir des trucs comme ça. Mais je peux dire un truc intelligent? Oui, c'est... Non, mais c'est pas très remarquable, mais je voudrais faire remarquer que c'est vachement... Dans la littérature française, classiquement, être très proche de soi est un genre littéraire. Montaigne, Rousseau, qui sont des classiques considérés par les Français comme des classiques universels de littérature. Ces gens-là ont écrit en étant très proches d'eux, en essayant d'aller vraiment, de creuser au fond d'eux-mêmes. Donc en fait, un auteur français qui a envie de faire ça, se sent parfaitement légitimé à le faire, quoi. Il considère que ça fait partie de la grande littérature. Donc si on fait pas... si je dis que je suis pas autobiographique, il faut me croire. Parce que je vois aucune gêne à l'être, quoi. Oui, j'imagine. Et si je suis pas autobiographique, vraiment, c'est parce que je me souviens pas si bien que ça. Mais je pense que je pourrais l'être, mais plus tard. Je pense que tout me reviendra, en fait. Là, quand je vois des photos de moi enfant, je comprends absolument pas. Enfin, je comprends pas ce que j'avais dans la tête, quoi. Et même adolescent, j'ai du mal. Je vois des photos de moi adolescent, j'arrive pas à faire le lien avec moi, quoi. Pourquoi? Mais je sais pas, je trouve que ce type a une expression... Enfin, je comprends pas ce qu'il ressent. C'est pas normal? Toi, tu te ne reconnais pas? Non. Au fond, je me reconnais pas. Pas vraiment. C'est-à-dire que tu as une autre perception de toi-même dans ta tête? Oui, enfin, disons que quand je vois une photo, ça contredit ce que je suis, quoi. Qui es-tu? Non, mais c'est un peu... Enfin, ça, c'est pas une bonne question, par contre, qui es-tu? Si, moi je pense beaucoup à ce type de questions. Moi j'ai l'impression que je sais qui je suis. Ah oui. Non, moi j'ai l'impression que je sais pas vraiment. Toujours est-il que ça... Mais peut-être aussi que je suis menteur, hein. Ah bon? Oui. Tu as dit que tu es honnête. Oui, mais c'est pas incompatible. Je suis très honnête dans ce que je pense de la vie et tout ça. Enfin, mais bon, je veux pas dire non plus que je suis un grand auteur de fiction. Mais j'aime bien raconter des histoires quand même. Et c'est vrai que déjà, quand j'étais petit, j'avais tendance à modifier l'histoire, pas pour mettre en valeur ni rien, mais juste pour que l'histoire soit plus intéressante, quoi. Pour faire des contours plus tranchés, enfin pour faire une bonne histoire. Par exemple, quand tu parles dans tes livres, tu aimes les digressions sur la physique, la biologie, la physique quantique. Tu y connais un peu? Ou ce sont des trucs que tu as inventés à partir de quelques mots, de quelques expressions savantes? Non, en général, c'est pas bidon, les digressions. Il peut m'arriver d'exagérer en quantité de mots savants, parce que j'aime bien ça, mais il y a toujours un fond, qui est pas trop réfutable souvent, hein. Il y a un plaisir de manipuler des mots scientifiques, parce que c'est très beau, mais... Enfin, c'est dommage d'être obligé de faire des réponses peu tranchées, mais la réalité, là, est peu tranchée. Ça m'intéresse,
L'esthétique des mots en elle-même, même si elles n'ont aucun sens, m'intéresserait aussi. Donc j'essaye de faire un peu les deux. Les physiciens, les biologistes ont réagi. Non du tout. Jamais. Non. Ben, c'est mieux, hein, parce que s'ils réagissent, ça peut être que pour me critiquer. Parce que c'est des gens sérieux. Tu n'aimes pas la critique? Tu ne la supportes pas? En l'occurrence, ça m'aurait... non, en l'occurrence, ça m'aurait embêté. Parce que j'ai fait des efforts hein, pour comprendre leur truc, quand même. Donc ça m'aurait embêté d'avoir une critique d'un physicien comme quoi le contenu scientifique de mes livres était totalement ridicule. Ça m'aurait peiné. Quand les gens ont dit, par exemple, les critiques, c'est que ne t'aiment pas, on dit que ton écriture était plate, ça t'a beaucoup blessé? Non. Non, c'est plus difficile d'écrire apparemment plat que de faire le malin avec des effets de style extraordinaires et rares. C'est difficile la simplicité, en réalité. Tu as lu James Joyce, étant donné que tu habites à Dublin? Oui, non, j'ai pas encore lu, mais je vais sûrement m'y mettre. C'est le genre de truc, on a la vie devant soi. Hein. Enfin, quoi que je commence à être vieux maintenant, il serait temps que je m'y mette. On va arrêter. Oui. Une dernière chose, tu as beaucoup parlé dernièrement de Céline, tu n'as dit un seul mot à propos de Proust. Oui, mais Proust, c'est un peu dérangeant. Dérangeant? Ouais. Pourquoi? Ah, lui, c'est nettement un meilleur écrivain que moi, par contre. Hein? Lui, c'est nettement un meilleur écrivain que moi. Ah, Ouais. ça me fait chier un peu. Oh non, Jérémie, tu peux pas dire ça. C'est sublime. Ah, c'est sublime? Ouais. Ah, tu l'aimes vraiment? Oui. Pourquoi tu ne le dis pas, tu le dis tellement à propos de Balzac? Parce que Proust, c'est un écrivain qui me sert à rien. Comment ça? C'est impossible de s'inspirer de lui, on peut pas continuer, quoi. C'est parfait, mais c'est une espèce de... Alors que Balzac, on peut s'inspirer de Balzac. Balzac est assez... Puis Balzac est plus sympathique, quoi. Proust, dans sa perfection, quelque chose d'inhumain, quand même. Il était snob. Pas seulement, mais... Enfin, c'est assez... Puis c'est horrible, quoi. C'est horrible de se dire... Parce que lui, c'est assez radical, hein. À un moment donné, il s'est couché. Il a dit, bon, maintenant j'arrête de vivre et je vais écrire. Il n'a plus fait que ça, il aurait continué jusqu'à sa mort, mais sans aucun essai de vivre. Tu ne peux pas faire ça, tu aimes vivre? Ben, un petit peu quand même. Mais c'est assez... C'est impressionnant, quoi. Deux choses donc pour finir. D'abord, si on devait mettre un titre comme les journalistes aiment, pour tout simplifier, on pourrait dire que tu es un écrivain maudit. Ben oui, bizarrement, oui. J'arrive à être maudit, bien que je sois très connu, mais je suis... J'ai un ami à moi qui m'avait dit une fois, c'était assez juste, que mon sort lui faisait penser à des tableaux où Dieu désigne avec un doigt vengeur quelqu'un comme une victime. Et c'est vrai que je suis... Ah bon? Oui. Pourquoi tu serais cette victime? Je sais pas. Mais justement, ça, il n'y a pas de raison. Mais il en faut un. Il t'a choisi. Oui. Là, on arrive justement à ma dernière question. Il y a ceux qui disent que tu es le nouveau Voltaire. Les critiques impitoyables du retour des religions. Oui, mais je suis un Voltaire plus triste en réalité. Enfin, quoi que Voltaire soit pas si gai, mais... Il est allé en prison, pas toi? Il est allé en prison, vraiment? Je crois. Pour ça devait être confortable hein, pour lui à l'époque. Je t'imaginais ce matin à la prison à Ushuaïa. Mais Voltaire... je suis dans une situation un peu pire que Voltaire, enfin plus triste, parce que... oui, je suis contre le retour des religions, effectivement,
Mais en même temps, je trouve que c'est triste de ne pas croire en Dieu. Tu aimerais y croire? Dans un sens, oui. Pourquoi? Ben, je pense que les gens sont plus heureux. Mais en même temps, on est obligé d'être contre la religion parce que je suis quand même plus pour la liberté, parce que je me sens le droit de dire ce que je veux. Mais donc c'est c'est comme si on était militant tout en étant amer d'être militant pour c'est un peu pénible, quoi. Ouais. Rien à faire. La politique ne sauve pas l'homme, la religion non plus, Non. la littérature, si. Bon, mais ça n'a jamais prétendu sauver l'homme, c'est l'avantage. Eh oui. Mais tu n'es pas heureux. Bon, ça dépend. Tu es célèbre, tu es riche, tu voyages beaucoup, tu as tout. Alors je suis heureux. Alors, Tu as l'obligation de l'être. D'accord, mais alors je le sais. Pas de problème. Bon, merci. C'était très bien. De rien, mais enfin. Je sais pas, je pourrais dire que j'ai le sida ou je sais pas quoi. Hein? Je pourrais m'inventer une maladie horrible. La maladie, c'est les talents. Ah, c'est gentil. Tu ne trouves pas? Quand le type a beaucoup de talent, ça peut provoquer des problèmes. D'abord, la jalousie des autres. Oui. Bah oui. Mais Voltaire a des moments tristes quand même. Quand il dit nous laisserons ce monde-ci aussi sot et aussi méchant que nous l'avons trouvé. C'est une phrase triste. Comme dit Goethe, en fait, on trace un sillage, puis l'eau se referme. Il compare une œuvre à ça. On trace un sillage, ensuite l'eau se referme. C'est beau? C'est beau, mais c'est pas gai. Non, c'est pas gai. Mais les belles choses ne sont pas gaies. Par exemple, je regarde maintenant par la fenêtre, je vois la baie Ushuaïa. C'est beau, mais c'est pas gai du tout. Non, c'est grandiose, mais c'est pas gai. C'est même triste, cette terre du feu. Non, triste, non plus. Mélancolique. Mélancolique et il faut bien reconnaître que la beauté n'est pas très humaine. Ah oui. C'est autre chose. C'est une bonne phrase pour finir. Merci vraiment.